Asseyez-vous, bienvenue si vous nous rejoignez. Sur ce plateau, un jeune frontiste face à un jeune macroniste. Tous deux ont moins de 30 ans, sont engagés en politique et on va parler des propositions, bien sûr, emploi, logement, banlieue, Europe, lutte antiterroriste. On va tenter d'analyser les propositions du Front National et du mouvement En Marche, débat d'idées par la voix de la jeunesse. Et avec nous en plateau, Sacha Houlier, cofondateur des Jeunes avec Emmanuel Macron et délégué national d'En Marche, Gaëtan Dussaucet, responsable des Jeunes avec Marine. Tous les deux, vous êtes très jeunes, vous avez en tout cas moins de 30 ans. Sacha Houlier, vous avez 28 ans. D'abord cette question, pourquoi vous êtes engagé pour Emmanuel Macron ? Alors moi, mon engagement avec Emmanuel Macron, il date de la loi Macron et il s'est manifesté d'abord par le renouveau politique, le renouveau des idées sur la mobilité, sur la transformation, sur la justice sociale et sur le renouveau des méthodes par rapport à l'association des parlementaires d'abord et ensuite des citoyens. Emmanuel Macron, c'est aussi le candidat et c'est le seul, qui va proposer aux jeunes finalement de s'insérer, d'avoir un emploi, de gagner mieux sa vie et de dire que l'avenir peut être meilleur et qu'il n'y a pas seulement une solution dans le repli ou dans des modèles conservateurs qui finalement seront préjudiciables à tous. Et ça, je pense que c'est salutaire et c'est moi la raison de mon engagement pour Emmanuel Macron. Gaëtan Dussaucet, vous êtes encore plus jeune, vous avez 22 ans. Pourquoi Marine Le Pen ? Pour une simple et bonne raison, c'est-à-dire que j'appartiens à une génération, je suis né en 1994, donc c'est ce qu'on appelle la génération post-Maastricht. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on était arrivé dans un monde à peu près établi, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les générations qui nous précèdent étaient persuadées que l'euro et l'Union européenne allaient nous accorder la prospérité, que la construction européenne, c'était la paix dans le monde, que le multiculturalisme, c'était le respect entre les différents peuples, etc., etc. Et au final, on voit que sur tous ces sujets-là, ça n'a pas été le cas. Donc en fait, j'appartiens à une génération aujourd'hui qu'on cherche à sacrifier justement au nom du mondialisme, au nom du libre-échange, au nom du multiculturalisme. Et évidemment, en cela, Marine Le Pen, eh bien, elle incarne quelque chose de tout à fait nouveau. Marine Le Pen, elle incarne finalement l'alternative politique, où dans cette alternative politique, c'est le peuple qui doit décider pour lui-même d'abord. Et on doit défendre d'abord le politique, justement, on doit défendre d'abord les intérêts du peuple avant tous les autres intérêts possibles. On va regarder ce sondage Harris Interactive pour RTL, le souhait de victoire des 18-34 ans, et on s'aperçoit 24% pour Marine Le Pen, 24% pour Emmanuel Macron, et pourtant, on va le voir, des propositions bien différentes. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui se passe, l'actualité en ce moment à Saint-Denis, dans ce lycée théâtre d'affrontement entre les jeunes, les forces de l'ordre. Quelles solutions concrètes ? On a parlé des caméras dans les lycées, renforcement du personnel enseignant, réduction des effectifs dans les classes. Qu'est-ce que propose Emmanuel Macron ? D'abord, il faut nommer les problèmes. Qu'est-ce qu'on constate ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Ça a toujours été notre démarche et je pense que c'est la démarche essentielle. Le problème, c'est qu'on a souvent assigné les gens dans des quartiers et qu'en assignant ces personnes dans les quartiers, on y a aussi assigné les problèmes. Le problème, c'est un problème d'insertion sociale. Le problème, c'est un problème de sécurité. Et finalement, il faut répondre à ces deux sujets-là. Sur l'insertion sociale, il y a un grand plan qui est prévu par Emmanuel Macron pour que dans tous les quartiers en difficulté, les classes puissent être divisées par 2. Que les enseignants soient mieux payés et mieux formés pour que finalement, il y ait un effort qui soit fait pour qu'il y ait une égalité des chances et des possibles dès l'école. Il y a également un grand plan qui est prévu pour l'emploi, avec des aides pour l'emploi dans ces quartiers-là, mais parallèlement à ces solutions qui sont des solutions d'aide, qui permettent finalement de redonner de l'espoir dans ces quartiers et de permettre de rétablir la justice sociale qui y manque, outre les plans d'investissement dans les infrastructures. On a également une politique à conduire qui est celle de la tolérance zéro. La tolérance zéro, ce n'est pas envers tous les habitants des quartiers. Ces habitants, ils sont souvent d'abord perturbés par quelques individus et souvent ils sont délaissés pour leur plus grand nombre. Donc il y a une réintroduction de la police de sécurité quotidienne, qui est la police de proximité qu'on a connue à une certaine époque, parce que c'est aussi la façon dont on va recréer du lien social et de la confiance, une société de la confiance entre la police et les citoyens. Et sur la tolérance zéro, c'est la façon dont on va finalement sanctionner par l'amende tous les petits délits ou les petites incivilités qui font que la vie pour beaucoup de gens dans ces quartiers est très pénible. Et enfin, parce qu'on sait qu'il y a aussi certains quartiers qui sont sous la coupe réglée de certains individus, eh bien, on doit prévoir des mesures d'éloignement sous le contrôle du juge de ces individus pour que la sécurité, qui est la première des libertés, revienne dans ces quartiers. Gaëtan Dussaucet, quelle solution ?
pour Marine Le Pen face à ces Alors, problèmes-là? Juste une petite remarque sur ce qui vient d'être dit. Moi, j'aime bien le petit côté, parce qu'on en parlait encore hier soir, parce qu'on a eu le même débat sur un autre plateau. J'aime bien le petit côté un peu attrape-tout d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire à la fois, finalement, de pouvoir parler à Répondre l'électorat à tous les plutôt problèmes. socialiste, en parlant justement du problème de l'insertion sociale, du problème du chômage, etc. Et en même temps, à parler à l'électorat plutôt de droite, en reprenant justement l'une des propositions phares du Front National et l'une des propositions historiques du Front National, c'est-à-dire l'application de la tolérance zéro. Donc en fait, Oui, alors, il sauf est... qu'on n'y met pas les mêmes choses derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière la tolérance zéro? Alors, ce qu'il y a derrière la tolérance zéro, c'est le principe de remettre en ordre ces quartiers. C'est-à-dire que, et encore une fois, on en parlait hier soir, donc forcément, comme on était sur le même sujet, je vais ressortir les mêmes arguments. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en œuvre toutes les réformes que vous souhaitez au niveau de l'éducation, vous pouvez revaloriser les salaires des enseignants, du personnel des établissements scolaires. À partir du moment où ils ont tous les matins une boule au ventre et une peur d'aller enseigner auprès de leurs étudiants et auprès de leurs élèves, eh bien, vous n'arrangerez pas la situation dans ces quartiers-là. Donc, la priorité, c'est l'ordre et la sécurité dans ces quartiers. Pour ce faire, il faut évidemment rétablir l'autorité qui est celle du professeur. Il faut redonner des moyens supplémentaires aux policiers et aux gendarmes. Et pour cela, nous proposons, nous, de recréer des postes, les postes qui ont été supprimés justement durant le mandat de Nicolas Sarkozy et François Fillon. Il faut également qu'on responsabilise les parents. C'est-à-dire, c'est une proposition phare de Marine Le Pen. Elle propose de supprimer les aides sociales en cas de manquement éducatif auprès de la part des parents vis-à-vis d'un enfant qui serait délinquant multirécidiviste, même si c'est un petit délinquant. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut... créer de la misère sur de la misère, finalement. Non, on va pas créer de la misère. Non, mais Enlever de l'aide à des parents à partir du moment où il y a des carences, à partir du moment où il y a des carences éducatives, il faut impérativement agir. Oui, donc finalement, vous désengagez l'État plutôt qu'accompagner les parents et renforcer l'autorité. On renforce les moyens de l'État par le biais du bras armé de la police. Donc, vous voyez, c'est parfaitement cohérent. Vous dites qu'il y a besoin d'une grande autorité, ce que je peux entendre, et par ailleurs, moi, effectivement, je pense qu'il y a deux choses qui sont finalement indissociables l'une de l'autre et qu'il faut faire les deux en même temps. Et par ailleurs, vous décidez de désengager l'État de tout ce qui peut être... On ne désengage pas l'État, on demande aux parents de prendre leur l'accompagnement des familles. Ce n'est pas tout à fait et donc pareil. finalement, vous dites, les familles sont abandonnées, donc on a des enfants délinquants, et on va encore moins aider les familles pour que finalement, on crée encore plus de désordre. C'est assez paradoxal, et c'est aussi symptomatique, on le verra, des propositions du Front National, parce qu'on pourra le voir aussi sur l'Europe. Derrière cette proposition, c'est au contraire l'ambition d'une coopération entre l'État et les familles. C'est-à-dire qu'il faut impérativement, dans ce travail-là, l'État ne pourra pas tout faire, on a besoin justement des parents, on a besoin des proches de donc on les abandonne. Donc on a besoin justement d'avoir une coopération. Et pour ça, il faut qu'on passe un contrat avec les familles. C'est-à-dire que l'État doit aller voir les familles en disant, mais écoutez, on veut bien vous aider, on veut bien vous donner des moyens, mais pour ça, il va falloir que vous jouiez aussi avec nous. C'est un contrat. C'est là, c'est bien parce qu'on est dans les problèmes de fond, justement, au-delà justement de là, ces violences, ces épisodes de violence dans les lycées. Le problème de fond, c'est en effet l'école, l'éducation, aussi le travail. Mais qu'est-ce qu'on fait là concrètement quand il se passe des violences comme celle-ci? Je voudrais qu'on écoute une des lycéennes justement de ce lycée de Saint-Denis, on en parle après. J'aime beaucoup l'école, mais toute cette catastrophe m'empêche d'étudier. Franchement, c'est horrible, c'est affreux. Qu'est-ce qu'on fait pour cette jeune fille qui a envie d'étudier, qui aime l'école, mais qui là demain se trouve confrontée à ça et ne peut pas aller étudier? Et effectivement, comme mesure concrète, qu'est-ce que vous faites demain? Si Emmanuel Macron aujourd'hui était président de la République, qu'est-ce qu'il aurait fait? D'abord, si Emmanuel Macron était président de la République, il y aurait la création de 10 000 policiers en plus dans les quartiers. Ce qui permettrait effectivement d'avoir les mesures de police de sécurité quotidienne que l'on connaît. Et pour cette jeune fille, si Emmanuel Macron était président de la République demain, il y aurait également effectivement la tolérance zéro que je décrivais tout à l'heure, mais il y aurait pour les individus qui sont les meneurs d'une fronde qui n'a pas lieu d'être et qui finalement sont des casseurs, des mesures d'éloignement prononcées par le juge. C'est-à-dire qu'on sait très bien que finalement, il y a des gens qui, parce qu'ils ont été enfermés dans un quartier, en sont devenus finalement les petits barons et se permettent beaucoup de choses. Et donc, sous le contrôle du juge, et ça c'est essentiel pour des questions de liberté. Ça j'entends bien, ça prend du temps quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'une question concrète. Régler les problèmes, demain. ça prend du temps. Et ça, il faut justement que les Français soient assez lucides sur ce sujet. C'est qu'on ne fera pas la révolution du jour au lendemain. C'est durable, c'est sur un quinquennat, c'est sur 10 ans. Et les évolutions qu'on apporte, la transformation de la société, ça mettra du temps. Mais il faut aussi que les Français en soient conscients parce qu'on ne peut pas promettre de faire table rase du jour au lendemain de ce qu'est la France. Il faut transformer la société dans la durée. Gaëtan Dussaucet, que ferait Marine Le Pen donc pour demain si cette jeune fille qui passera son bac par exemple à la fin de l'année, elle ne peut pas attendre septembre?
Et ce qui est important, et c'est exactement ce que disait Sacha, c'est qu'il faut prendre des propositions qui vont aller sur du long terme, parce qu'on ne peut pas tout changer comme ça du jour au lendemain. Par conséquent, il faut déjà réaffirmer l'autorité de l'État, que ce soit à travers l'enseignant, que ce soit à travers la police, que ce soit à travers le gendarme et tous les représentants des forces de l'ordre. Pour cela, c'est très important. Il faut arrêter, il faut mettre un terme finalement au laxisme d'État qu'on a subi C'est le pendant tant d'années. renforcement de la sécurité, c'est ça? Mais c'est-à-dire que quand on regarde un peu les décisions qui ont été prises, parce que c'est ça qui est important, parce que c'est en fonction des décisions politiques qui sont prises qu'on envoie des signaux auprès de ces populations et qu'après on se retrouve avec justement tous des quartiers dans lesquels parfois même la police n'ose pas y aller. Les caméras, par exemple, dans les lycées, elles seraient pour Marine Le Pen? Ça peut être une proposition, oui, il faut réfléchir là-dessus, après tout, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut impérativement, c'est que lorsque quelqu'un commet un délit, un méfait, il faut qu'il soit obligatoirement sanctionné. Si l'État ne fait rien, comme notamment du fait de la suppression du tribunal correctionnel pour mineurs, qui est de la responsabilité du gouvernement socialiste et de Madame Taubira, eh bien, évidemment, ça n'engendrera que toujours plus de chaos dans ces quartiers-là. On a parlé de l'emploi, alors notamment évidemment dans les banlieues, mais pas que. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le plan de discrimination positive d'Emmanuel Macron. On l'écoute. On ne donne pas les mêmes chances qu'ailleurs de réussir. Et donc, en concentrant ces difficultés, on ne se donne pas les moyens vraiment reconnaître les talents et les mérites qui peuvent exister dans ces quartiers. Et donc, dans le projet que nous avons présenté la semaine dernière, plusieurs mesures extrêmement structurantes seront applicables, je l'espère, dans les prochains mois pour ces quartiers. Alors, il y a notamment cette prime de 15 000 € aux entreprises pour recruter des jeunes de quartier. Alors, c'est des zones franches qui avaient été mises en place, mais on se rend compte que ces entreprises, finalement, n'embauchent que des Parisiens et n'embauchent pas de jeunes, notamment issus de ces quartiers. L'idée, du coup, c'est ça, c'est de les amener avec une prime financière. Alors, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que pendant les zones franches, expliquer ce qui est arrivé. On a créé, en Seine-Saint-Denis notamment, parce qu'il faut le nommer, des zones comme la plaine Saint-Denis, dans lesquelles des entreprises ont été amenées à s'installer, et c'est la domiciliation de l'entreprise qui ouvrait le droit à des aides. Ce qui est le sujet d'Emmanuel Macron, c'est que les entreprises sont venues s'installer en Seine-Saint-Denis sans employer des gens de Seine-Saint-Denis. Donc, pour que ça se passe ainsi, on donnera une prime de 15 000 € sur 3 ans aux entreprises à condition qu'elles emploient des jeunes qui sont issus du territoire sur lequel elles s'installent et des jeunes qui sont domiciliés sur le territoire duquel, qui est considéré comme en difficulté. Et ça, c'est essentiel. Mais sur les mesures discriminatoires... C'est par l'insertion, toujours ce que vous dites. Exactement. Parce que qu'est-ce qui est essentiel? C'est de redonner finalement une cohésion sociale à la société en intégrant tout le monde par le travail. Parce que qu'est-ce que veulent les Français? Qu'est-ce qui nous a été dit lorsqu'on a fait la grande opération de porte-à-porte? Ce qu'on savait déjà, mais ce qu'on avait aussi besoin de mesurer et lors du porte-à-porte que je décris, c'est que la façon de s'insérer, la façon de s'émanciper, la façon de se reconnaître, c'est le travail. C'est l'utilité sociale, c'est la façon dont les gens se disent « moi je suis bien dans la société parce que j'ai un travail ». Je me reconnais dans mon travail, j'exerce, je rencontre des personnes. Et finalement, c'est toute la question qui se pose lorsqu'on va dans les quartiers et où il y a des taux de chômage qui sont totalement inacceptables et qui sont souvent subis et non pas voulus. Gaëtan Dussosset, la discrimination positive? Non, c'est évidemment une très mauvaise idée. Quand on regarde par exemple les départements où il y a un chômage le plus important, ce ne sont pas les départements de Seine-Saint-Denis, c'est les départements de la région Auvergne. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi... c'est plus de 50% de chômage chez les jeunes. Évidemment, là, c'est le plus de problème 50% pour le chômage dans les banlieues. On a eu des politiques publiques à destination de ces quartiers-là qui ont été très dépensières, qui ont été très généreuses, etc. Et ça n'a jamais été suivi d'effet. Donc, il y a un moment donné, ce genre de petite proposition de discrimination positive, qui était d'ailleurs un concept qui était déjà repris lors du mandat de Nicolas Sarkozy et François Fillon. Il n'a pas été toujours un peu cette similitude. Et donc voilà, moi je pense que qu'est-ce que vous faites du coup pour ces jeunes de quartier ou pour le je sais, on va parler justement du chômage aussi qui touche beaucoup les jeunes en général en France, mais là pour les quartiers notamment, ce qu'il faut faire, qui entraîne en plus derrière des problèmes de délinquance, c'est qu'il existe de violence. Oui, bon, ça dépend. Encore une fois, le chômage est le plus important en Auvergne, c'est pas là-bas que l'insécurité est la plus grande. Mais parce qu'il y a aussi d'autres choses dans les quartiers. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a aujourd'hui un grand problème, c'est qu'il existe 2 millions de jeunes qui sont complètement hors système. C'est-à-dire 2 millions de jeunes qui ne sont ni salariés, ni stagiaires, ni en formation. Donc pour eux, ce que nous proposons, c'est ce que Marine propose, c'est de mettre en place le dispositif Premier Emploi, ce qui permettra en fait à une entreprise qui embauchera des jeunes de moins de 21 ans, donc les jeunes, justement les 2 millions de jeunes dont nous parlons, eh bien d'être complètement exonérés de charges pour faciliter justement cette première entrée et cette première dans le marché du travail et cette première expérience professionnelle. Parce que ça aussi, c'est un grand problème. Pourquoi aujourd'hui, il y a un grand nombre de jeunes qui n'arrivent pas justement à trouver un boulot? Parce que quand ils cherchent un boulot, on leur dit oui, mais vous n'avez aucune expérience. Donc en fait, le plus dur, c'est le premier pas, justement, dans le marché du travail. Et pour cela, il y aura donc le dispositif Premier Emploi de Marine Le Pen. Et la priorité nationale?
La priorité nationale, ça consiste évidemment à donner la priorité aux Français dans l'accès au logement, dans l'accès jeunes à des quartiers l'emploi sont et aux français, aides sociales, pour une simple et bonne raison, mais tout à fait, donc ils pourront en bénéficier d'ailleurs comme tous les Français s'ils sont français. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'à partir du moment où nous voyons les efforts considérables et le budget considérable qui est accordé par le gouvernement, notamment dans l'accueil des réfugiés, eh bien nous estimons que ce n'est pas juste. Oui, mais En les effet, il y a 6 réfugiés millions de aujourd'hui chômeurs. ne travaillent pas, 9 ne millions de prennent 3 pas 000 l'emploi réfugiés en de France quelqu'un. Quand vous accueillis. parlez de Beaucoup plus, beaucoup plus. 3 000 On on peut parle des parler des réfugiés, 500 000 réfugiés on parle perdus d'asile par Angela politique, Merkel. on parle d'asile politique, 3 000 réfugiés accueillis en France. Et Ce qui veut dire combien de déboutés du droit d'asile sont envoyés chez eux par la Mais- suite? Mais attendez, ça c'est Au parce que niveau vous les renvoyez chez eux. 6% des Nous, on déboutés considère du qu'il y a une droit grande d'asile. politique de droit d'asile Mais excusez-moi, mais en que quoi des gens qui en sont quoi les- exterminés chez eux, on considère des gens qui se font exterminer chez eux, des gens qui meurent sur les plages de l'Union européenne. Mais ça suffit. Alors Voilà. là, on est sur la crise migratoire. Là. Je voudrais revenir sur le. Oui, mais on va en parler sur l'Europe notamment. Dans le projet d'Emmanuel Macron, le mot immigration n'est pas présent une seule fois. On étudiera les demandes d'asile politique dans les territoires en guerre pour que les personnes qui sont éligibles à l'asile politique, elles aient des procédures qui soient réduites, moins de 6 mois, recours inclus, et qu'elles puissent être rapatriées depuis les zones de guerre en France. En faisant les procédures directement là-bas. Oui, entre autres. On était sur l'emploi. En quoi les réfugiés font augmenter le taux de chômage? Et parce que- Rien du Pour le tout. coup, j'ai pas En rien du tout. Non, C'est-à-dire que attendez. là, quand vous parlez de la priorité nationale, vous parlez aux Français. Donc, Français, c'est-à-dire ceux qui ont la nationalité française, qui ont des papiers. Tout à Donc, fait. qui, en fait, les réfugiés ne travaillent pas, donc n'augmentent pas le taux de chômage. C'est pas comme Non, ça c'est qu'on peut une régler. opposition, là, c'est par rapport à la question des politiques migratoires qui ont été menées en France depuis 40 ans. C'est-à-dire que vous savez, par exemple, aujourd'hui, qu'un étranger en situation régulière peut évidemment travailler en France. Le problème, c'est que l'étranger... Pas en situation régulière. Le Code du travail l'interdit. Comme il ne parle pas forcément bien le français, comme il n'avait pas forcément un lien avec cette terre, avec un logement, une famille, etc., etc., et quelqu'un qui va accepter automatiquement de travailler dans de moins bonnes conditions et d'accepter un salaire plus bas que celui proposé aux Français. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'immigration, il y a un peu cette grande armée de réserve du grand patronat qui permet finalement de peser à la baisse des salaires. Mais donc concrètement, pour ce si je faire- m'appelle Tariq, que mes parents sont nés en Algérie, mais que moi je suis née en France, j'aurai le droit, et que je suis française, donc j'aurai le droit aussi Donc à vous aurez cette droit à la priorité priorité nationale. nationale, tout à fait. Donc en fait, tous les Français auront le droit à la priorité nationale. Évidemment. Moi, je peux pas D'accord. laisser dire n'importe quoi parce qu'en Allez-y. France aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans avoir une situation régulière et que effectivement il y a des gens qui pratiquent la fraude sociale ou du moins le il faut aller travail dans les dissimulé. chantiers à 5 heures Et du vous matin pour voir remarquez les pareil, filles vous remarquez par ailleurs que toutes les mesures sur les travailleurs détachés ou le travail dissimulé ont été renforcées par une loi et cette loi s'appelle la loi Macron. Donc moi je veux bien qu'on nous explique finalement qu'il y a un grand Les discours, c'est beau, mais il y a la réalité derrière. Il y a la réalité. qui viennent Il faut voler aller le sur travail les des Français. chantiers à 5 heures du C'est matin pour s'en faux. rendre compte. Il faut aller dans la C'est- restauration Mais parisienne. je travaille dans le pour s'en rendre BTP, compte, monsieur. etc. Alors je sais Non, mais exactement voilà, ce que on voit c'est. bien la situation. Si vous voulez. Mais Alors, et dites pas que tout a été je sais renforcé, que que c'est dans réglé, le alors que c'est pas le BTP, cas. toutes les personnes aujourd'hui sont déclarées et tous les travailleurs, d'ailleurs, qui sont des travailleurs européens, qui sont des travailleurs détachés, ils portent une carte pour déclarer qu'ils sont travailleurs détachés, pour qu'il y ait un contrôle qui soit celui de l'État et pour qu'on ne pratique pas la fraude sociale et pour qu'on ne pratique pas l'optimisation sociale aux prestations. Après, Donc les Français pourquoi sont fous et voient des problèmes qui n'existent pas. D'accord. Qui C'est a intéressant. adopté ces mesures, encore une fois, c'est Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie. Donc voilà, je veux dire, à un moment donné, on peut aussi parler dans le vent et on peut parler concrètement. On va regarder différentes mesures justement proposées pour les jeunes. Emmanuel Macron, notamment sur le logement. Emmanuel Macron qui prévoit la création de 80 000 logements pour les jeunes. On voit donc cette prime dont on a parlé donc dans le plan La discrimination positive. Le pass culture de 500 € pour les jeunes de 18 ans. Il est généreux, Emmanuel Macron, quand même. Alors justement, vous anticipez sur ce que je voulais dire au départ, c'est-à-dire que tout cela est financé. Et que notre projet, avant de le présenter le 2 mars, on avait présenté aussi un cadrage budgétaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on annonce sera mis en œuvre parce que c'est financé et réaliste. Et pourquoi il est généreux pour les jeunes ? Il n'est pas généreux pour les jeunes, il est généreux pour tous les plus précaires. L'essence même du projet d'Emmanuel Macron, c'est faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin, pour ceux qui ont le moins. Donc vous le verrez aussi pour la santé. C'est pour ça qu'ils voulaient augmenter la CSG d'ailleurs. C'est le terrain Alors, ça va très d'ailleurs, bien, des on déçus, des peut le dire. délaissés, des défavorisés. L'augmentation de la CSG, elle compense une suppression des cotisations sur les fiches de paye, ce qui fait que sur les fiches de paye de tous les Français, tous, jeunes ou pas jeunes, plus de 150 € par an pour les personnes au SMIC. Et donc finalement, vous voyez qu'on peut ergoter sur ce que augmente Emmanuel Macron. Ce qu'il augmente surtout Emmanuel Macron, c'est le pouvoir d'achat des plus modestes. Donc des plus modestes des travailleurs, des plus modestes chez les jeunes lorsqu'ils ont besoin d'un accès à la culture, des plus modestes chez les jeunes lorsqu'ils ont besoin d'un accès au logement, avec la construction de 80 000 logements. Et finalement, notre projet, c'est celui des classes populaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces 80 000 logements pour les jeunes, ce pass culture?
Non, mais écoutez, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'il y a en effet aujourd'hui un grand problème et un grand combat qu'il faut mener, c'est la lutte contre la précarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et notamment du fait des lois Et on va voir Macron, d'ailleurs mais les aussi des mesures lois El de Khomri, Marine Le Pen etc. aussi s'afficher, hausse des APL, exonération de charges pour le premier emploi, on l'a dit, sur les jeunes de moins de 21 ans, et développer massivement l'alternance. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a vraiment une priorité, j'en parlais, c'est la lutte contre la précarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des Vous personnes... êtes sur le même créneau, qui ne je ne peuvent sais pas si vous avez remarqué, c'est-à-dire que Avec sur des les solutions délaissés, différentes. sur les moins favorisés, en tout cas. Constater qu'il y a une France qui Oui, a sur le besoin même d'aide, terrain. oui, ça, je pense qu'on Après, peut là, faire, c'est ouais. parce que là, on porte une certaine attention aussi à des mesures concrètes, mais après, il y a quand même aussi une certaine vision de la France et aussi C'est une ça, la vision du vision modèle n'est pas la économique. même. Et c'est vrai que là, pour le coup, la vision d'un système économique patriote que préconise Marine amènera pas du tout la même souffrance patriotes vont voir sociale et le la juge. casse sociale C'est les djihadistes qu'entraînerait d'hier. le projet mondialiste d'Emmanuel Macron. Les patriotes respectent les institutions de leur pays et se présentent Et devant les le juge patriotes lorsqu'ils font sont de belles convoqués. déclarations de patrimoine Mais aussi. Marine Le Pen ira se présenter devant les juges, elle l'a dit, après la Tout à fait, campagne après les élections. présidentielle. Tout à fait. Pour l'Europe, ça c'est évidemment la grande opposition, pour le coup, les deux grandes visions différentes de Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le libéral, le protectionnisme d'un côté, l'un pour l'Union européenne, l'autre contre. On écoute les deux candidats, on en parle juste après. Je le dis avec une sereine détermination. L'Union européenne, qui, je le précise, n'est pas l'Europe, est à rebours de l'histoire. Elle met la France en retard sur le monde. L'Union européenne prétend en finir avec les États-nations. Elle se prétend en avance, elle est en dehors. Elle s'est mise en congé du monde. Elle s'est arrêtée quelque part dans les années 90. Nous croyons dans l'Europe. Nous n'y croyons pas de manière béate. Nous n'y croyons pas de manière naïve, comme j'en entends certains. Nous y croyons de manière déterminée, exigeante. Pas d'avenir sur l'Union européenne pour Emmanuel Macron ? Eh bien, au contraire, en fait, l'Union européenne, c'est un peu l'avenir de la France dans la mesure où, dans ce qu'on voit, on est confronté à des grandes transformations auxquelles la France ne peut répondre seule. Et je vais vous donner des exemples concrets. Lorsqu'il y a eu l'acier chinois qui a été déversé dans tous les pays de l'Union européenne, notamment, à des prix très bas, parce que les Chinois ont vendu leur acier à perte, ils en avaient trop, eh bien, les États-Unis, qui étaient un grand bloc, ils ont pu répondre en augmentant les droits de douane aux frais à leurs frontières. L'Europe, elle l'a fait. Elle a mis du temps à le faire, mais la France aurait été incapable de résister à une telle invasion. Et finalement, toutes les protections qu'on connaît, protection au niveau européen sur notre économie, protection au niveau de nos frontières communes pour ce qui est les réseaux de terrorisme, ou protection dans l'accueil des réfugiés ou la façon dont on appréhende collectivement en termes de solidarité. Tous ces enjeux-là, en fait, ils n'ont de sens qu'aux frontières européennes. Et donc finalement, ce que propose Marine Le Pen, au-delà du coût incroyable que cela représente et qui n'est évidemment pas financé, c'est de détruire l'avenir de tous les citoyens européens, parmi lesquels il y a les citoyens français. Votre réponse, Gaëtan Dessosset ? Elle fera un référendum pour sortir de l'Union européenne, c'est ce qu'elle dit. Donc ce sera très rapide si elle est élue présidente de la République. C'est ce que l'on dit depuis 2013 exactement. Ça fait 4 ans qu'on répète la même chose, mais on le répétera encore. Marine Le Pen élue présidente de la République part négocier avec les partenaires européens pour faire en sorte que la France puisse retrouver sa souveraineté pleine et entière sur la souveraineté territoriale, la souveraineté monétaire, la souveraineté budgétaire, la souveraineté législative. À partir du moment où on a retrouvé tout ça et qu'on a négocié, ou bien nos partenaires européens acceptent, et dans ce cas-là, Marine Le Pen fait un référendum pour appeler à la mise en place de cette nouvelle Europe qui sera l'Europe des nations et des libertés, ou bien alors nos partenaires européens refusent et Marine Le Pen fait un référendum pour sortir des traités européens. Donc tout cela, si vous voulez, maintenant j'aimerais juste réagir sur ce qui a été dit. J'entends, oui, la France n'a pas le poids suffisant, mais quelle vision tu as en fait de la France ? La France, elle est puissante. Non. En fait, dans la mondialisation, soit on est réaliste, soit on promet n'importe quoi, qui d'ailleurs n'est pas financé. Pour moi, je n'ai pas envers. 13 points de je n'ai pas envie d'enfermer la France aux seules frontières européennes. Et dans ce cas-là, je vais regarder le monde francophone. Dans ce cas-là, je vais regarder le monde francophone qui est extrêmement important et qui nous permet justement d'aller sur l'ensemble des continents. Je regarde aussi notre outre-mer. Quasiment pas une seule ligne sur l'outre-mer dans le projet d'Emmanuel Macron. Il va falloir mieux le dire parce qu'il y a des régimes fiscaux qui sont aménagés, relancer dans les politiques de co-développement, il y a 5 milliards d'investissements dans les infrastructures collectives. Donc, non, mais il faut aussi bien dire. Par contre, moi, j'aimerais revenir sur une question démocratique que le Front National s'approprie à des fins qui sont mensongères. Parce que la question démocratique sur l'Union européenne, sur la reconstruction de l'Union européenne, elle est au cœur du projet d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que dit Emmanuel Macron ? Il dit, il y a eu les fondateurs de l'Union européenne. Il y a eu des gestionnaires qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur des enjeux sur l'Union européenne. Il ne faut pas être béat, il l'a dit également. L'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est insuffisante. Alors, à partir du moment où elle est insuffisante, il y a deux générations qui se proposent à nous. Soit les fossoyeurs de l'Union européenne, soit les refondateurs. Et moi, j'ai envie d'être un refondateur, ce qui fait que
pour tous les pays qui voudront s'engager davantage, donc c'est l'Europe différenciée, eh bien, on fera des grandes conventions sur lesquelles on déterminera les sujets sur lesquels on veut avancer, harmonisation fiscale, harmonisation sociale, protection de nos frontières communes avec la création de 5000 gardes-frontières pour Frontex, et en plus de ça, on fera voter les Français sur les évolutions. Et donc, on redonnera la parole au peuple sur la création de l'Union européenne parce que c'est essentiel et parce que ce n'est pas l'apanage du Front National. J'espère que vous respecterez le vote qui sera émis à ce moment-là par les Français, parce qu'apparemment il y a eu cette longue tradition aussi. On aura un mandat pour être du système de justement ne jamais prendre en compte le vote des Français. On l'avait vu notamment en 2005 puis en 2007 avec le. Du coup, on a arrêté de faire quelque chose depuis 2005. Vous avez fait la transition est toute trouvée. Vous avez prononcé le mot système. Les deux candidats ont quand même un ennemi commun. Vous avez quand même certains points communs. C'est le système. Hein. Chacun se présente comme le candidat anti-système. Qu'il est vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Entendez juste une chose là-dessus. Emmanuel Macron, le candidat hors système, je crois que là, ça ne trompera personne. Il y a un moment donné, quand on regarde aussi les grands héritiers la liste, mais quand on regarde la liste des soutiens, en passant par ce qu'il y a de plus ridicule et ringard en politique, je pense à Cohn-Bendit, à Delanoë, à Robert Rue, où on a sorti les vieux monstres du placard, on se croirait à un festival d'Halloween. Je veux dire, franchement, c'est quand on regarde ça, quand on regarde même au niveau de la société civile, avec les Alain Minc, Madelin, etc. Attendez encore quelques semaines, vous devriez avoir le soutien de Bernard-Henri Lévy. Quand on regarde ensuite, Laurent Saïm, ça vous dit rien? Les puissances d'argent, les puissances médiatiques, etc., etc. Bref, aujourd'hui, Macron est le candidat du système. Et d'ailleurs, en cela, nous, on trouve ça très intéressant. C'est comment le clivage politique, la recomposition du clivage parce qu'on la voit aussi depuis très longtemps, Marine Le Pen. Ouais, on voit son père aussi et sa nièce. Ça fait quand même beaucoup dans le système. Collard, ce sont des gens aussi qui font partie intégrante du système. Mais ce qui est important, c'est le projet politique. Aujourd'hui, le projet politique qui est porté par Emmanuel Macron est un projet qui permet de continuer tout ce qui permet au système de prospérer actuellement. Tandis que chez Marine Le Pen, il y a la mise en place d'une alternative. Mais évidemment. Moi, je vais bien répondre à tout ça parce que, arrêtons un peu de monter en épingle toutes ces choses-là. Pourquoi Emmanuel Macron est un candidat anti-système? Et je vais répondre très clairement. Parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a choisi de démissionner de toutes les fonctions qu'il a occupées, qu'il a créé de rien. Mais c'est de la com. Il a créé de rien un mouvement politique avec 200 000 adhérents. Alors, je veux bien qu'on dise que 200 000 adhérents n'existent pas. Sur le terrain, ils sont partout. Et d'ailleurs, on ne voit que. Je les vois pas, moi, à Nanterre. Hein. Bah, écoutez, en tout cas, sur tout le terrain où je me déplace, je les vois. Et donc, il n'a aucune attache avec aucun parti. On a évoqué des soutiens, ce sont des soutiens, et en aucun cas des ralliements, ce qui ne donnera pas lieu à des investitures. Est-ce qu'il est anti-mondialisation? Est-ce qu'il est anti-finance? Non, c'est pas le cas. Justement, on pose des problèmes exacts, on les nomme, on dit qu'effectivement il y a un problème de régulation de la mondialisation, et on adopte les mesures qui sont concrètes. Effectivement, je suis d'accord, elles n'ont jamais été mises en œuvre. Et en cela, Emmanuel Macron, c'est un candidat anti-système. Donc à la fois sur la méthode qu'il adopte, en dehors de tous les partis traditionnels que l'on connaît, et aussi sur le programme qu'il porte, qui bouleverse pas mal de choses parce que sinon on n'essurerait pas autant de critiques, eh bien Emmanuel Macron, oui, c'est un candidat anti-système. Alors je voudrais qu'on vienne sur un point très particulier. On l'entend un peu moins dans cette campagne et pourtant elle nous concerne tous, c'est la menace terroriste. Elle vous concerne surtout cette génération, cette nouvelle génération. On est toujours sous l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet. Donc le prochain président de la République va devoir très vite se pencher sur cette prolongation ou non de l'état d'urgence. On va d'abord écouter la proposition d'un autre candidat, c'est celui de la gauche, Benoît Hamon. Maintenant, le gouvernement a travaillé. Il a fait une loi antiterrorisme, il a fait une loi renseignement. Il a haussé le niveau et les capacités d'intervention qui sont celles de la justice et de la police. À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la CNIL ont dit que l'état d'urgence ne pouvait pas être permanent. Et il me semble aujourd'hui qu'au regard des instruments qui sont ceux de nos services de police, de nos services de renseignement, de la justice, nous disposons de tout l'arsenal pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme sans pour autant maintenir l'état d'urgence. On entend peu Emmanuel Macron sur la lutte antiterroriste, alors notamment déjà sur l'état d'urgence. Quelle est sa position? Prolongation ou non? Ou est-ce qu'il attend de voir aussi d'être à la tête de l'État s'il y arrive pour voir quelle est la situation? Vous savez, déjà, il y a un des principes qui est les nôtres, c'est celui de ne pas s'engager sur quelque chose dont on n'a pas tous les éléments. Donc effectivement, il faudra voir le 15 juillet quelle est la situation de la France, quel est finalement le degré de risque, et ensuite décider si on prolonge ou non l'état d'urgence. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on n'entende pas Emmanuel Macron sur le sujet du terrorisme, d'abord parce qu'il en a fait aussi un des grands risques qu'il décrit comme étant un des grands enjeux, parce qu'il a fait de la sécurité la première de ses priorités de la vie quotidienne, et parce qu'il a aussi défini que effectivement les outils juridiques de surveillance, de lutte antiterrorisme existaient. Il fallait aussi les mettre en œuvre pour pouvoir les évaluer. Mais que dans la société française, on avait aussi un grand déficit. Ce grand déficit, il résulte de la suppression en 2008 des renseignements généraux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on surveille beaucoup de gens, on se renseigne sur peu d'entre eux. Et
Ce renseignement, il a besoin d'être restitué. C'est l'objet aussi des 10 000 embauches dans la police qu'on prévoit. Ce renseignement, il a besoin d'être coordonné. Aujourd'hui, il y a un déficit de coordination avec les services européens, ce qui fait qu'il y a eu les échecs qu'on a connus avec les services de renseignement belges ou allemands, et qu'il faut renforcer parce que c'est cette coopération, c'est cette cohésion, finalement, qui fera notre protection commune contre le terrorisme. Gaëtan Dussousset, notamment déjà sur l'état d'urgence, la position de Marine Le Pen. Là, pour le coup, on va se rejoindre là-dessus sur cette analyse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas tous les éléments, on ne peut pas forcément savoir s'il faut le prolonger ou s'il faut le suspendre. Elle n'a pas une position, en tout cas, radicale, comme les de Benoît Hamon, clairement. Voilà, non, il n'y a pas de position tranchée, parce que dans ce genre de domaine, il faut être pragmatique et non pas idéologique. Et sur la lutte antiterroriste. Ce qui manque là aujourd'hui à l'État, c'est de la volonté. Il manque une volonté politique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en France, il existe encore une centaine de mosquées radicales qui sont ouvertes. Que fait le gouvernement pour aller les fermer? On sait qu'il existe encore un certain nombre de prêcheurs de haine, d'islamistes radicaux fous. Comment se fait-il qu'ils puissent encore exercer aujourd'hui, qui sont même invités parfois dans des congrès et des associations de confession musulmane, sans qu'ils soient expulsés? Comment se fait-il encore qu'on n'ait pas envoyé l'armée dans les banlieues pour aller désarmer justement ces quartiers où parfois nous savons qu'il y a justement une mainmise entre les trafics de drogue et les fondamentalistes islamistes, notamment du fait des... L'armée dans les banlieues, c'est ce que ferait Marine Le Pen. Pour aller désarmer, il faut aller désarmer justement ces quartiers pour éviter, parce que nous le savons, ça vient également de ces coins-là. Donc il manque une véritable volonté politique, et c'est là où, moi d'ailleurs, je regrette un peu une chose dans les propositions que je suis allé regarder dans le projet d'Emmanuel Macron, c'est que, donc, il nous parle du terrorisme, mais il oublie que le terrorisme, c'est un moyen d'action. Il y a une cause, il y a une source avant. Et dans son projet, il ne parle pas des espérances sociales, fondamentalistes islamistes. Ouais. Il ne parle absolument pas de l'idéologie. Il va falloir relire ce qu'on a écrit, bataille culturelle à mener là-dessus. Ce qu'on a écrit sur le vivre ensemble et la laïcité. Il va falloir lire ce qu'on a écrit sur la laïcité, sur la dissolution de toutes les associations. Et pour le port du voile au sein de l'université, c'est quand même assez incroyable. Et sur le retour de l'autorité dans les quartiers. Mais encore une fois, il va falloir lire le programme d'Emmanuel Macron parce que je veux bien croire qu'il est récent. Ça vous dispense pas. Il ne dit absolument rien sur le combat culturel qu'on a mené. Vous voulez mettre en place en France, donc c'est fermer les mosquées radicales, arrêter, donc, ou peut-être enfermer ceux qui prêchent l'islam radical. On est dans... Les expulser aussi, parce que la plupart ont la double nationalité. Que dans, alors, envoyer l'armée, vous dites, dans les quartiers pour désarmer, on n'est que dans la répression, finalement. Écoutez, moi j'entends pas négocier avec les terroristes islamistes, mais bien sûr, et c'est ce que je disais derrière. Pour tous ces jeunes qui peuvent basculer et qui justement basculent vers l'islam radical, qui à la base sont peut-être justement... Mais tout à fait. C'est là où il y a le problème. C'est exactement pour cette raison, je vous disais qu'il y a d'abord des mesures à prendre pour essayer d'amoindrir justement la menace terroriste sur notre sol, et ensuite parce que le terrorisme n'est qu'un moyen et qu'il y a une idéologie qui est derrière, qui est celle du fondamentalisme islamiste, il faut mener un combat culturel. Ce combat, nous le prenons et nous sommes les seuls à en parler. C'est-à-dire qu'il faut... Pas lu encore qu'on avait 2% du budget de l'armée qui était associé, le respect de la laïcité, qui était créé pour justement les interventions à l'étranger. Le respect de la laïcité partout, notamment avec l'extension de la loi de 2004 sur le port de signes religieux ostentatoires à l'ensemble de l'espace public. Interdiction du port du voile dans l'espace public, elle l'a rappelé à CBS notamment. Il faut continuer à mener le grand combat pour la défense des droits des femmes, parce que contrairement à ce que l'on peut entendre notamment dans l'idéologie de gauche qui consiste à dire c'est le patriarcat et compagnie, non, aujourd'hui ce qui menace les femmes, c'est le fondamentalisme islamiste et rien n'est fait contre celui-ci. Il y a des femmes qui veulent porter le voile parce qu'elles le veulent aussi. La protection du droit des femmes. Vous n'entendez pas cet argument-là? Oui, d'accord. C'est pas forcément un signe de soumission ou de soumission religieuse ou autre. Des fois, certaines veulent le porter d'elles-mêmes. Et des fois, certaines aimeraient avoir le choix et on ne leur laisse pas. Oui, mais du coup, il faut quand même pouvoir différencier les deux. C'est toujours difficile. Donc on ne leur laissera pas le choix. On ne leur fera pas le choix de le porter. Vous voyez, en fait, finalement, il y a une instrumentalisation à plusieurs titres. Instrumentalisation du principe de laïcité sur le droit de porter ou pas le porter, qui finalement est une obligation de faire fi de toutes ces croyances, à l'exception du fait si elles sont des croyances chrétiennes. Ensuite, il y a un amalgame aussi sur Marine Le Pen qui serait la candidate de l'égalité homme-femme. D'abord, je n'ai pas lu dans son projet que ce serait une grande cause nationale comme le fait Emmanuel Macron. Pardon ? Et je ne pense pas en supprimant l'IVG, en n'accordant pas les droits qui sont ceux de la procréation médicalement assistée, eh bien, finalement, on ne peut pas se revendiquer comme étant de la cause des femmes, encore moins lorsqu'on ne fait rien pour réduire les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. C'est dans son projet, il suffit juste d'aller le lire. Je sais pas ce que j'entends dans sa bouche en tout cas. Très rapidement chacun, en quoi Marine Le Pen est la meilleure candidate pour les jeunes? Très rapidement, ce qui reste 30 secondes. D'accord, alors on va faire très vite. Pour une ouais. simple et bonne raison, c'est que Marine Le Pen veut faire en sorte que les jeunes deviennent acteurs de la vie politique et qu'ils ne soient pas de simples spectateurs. C'est à eux de décider, c'est à eux de prendre part justement à ce redressement national. Et pour cela, on les invite à voter pour Marine Le Pen. En quoi Emmanuel Macron est le meilleur candidat pour la jeunesse? Emmanuel Macron ne dit pas aux jeunes qu'il va les traiter parce que ce sont des jeunes, mais parce que ce sont des publics qui sont
parmi les plus en difficulté et qui sont aidés au même titre que toute la société française. Merci à tous les deux d'avoir été là et d'avoir débattu sur le fond. En tout cas, on a essayé. Merci à vous.